Bienvenue dans cette nouvelle analyse. On va plonger aujourd'hui au cœur d'une mécanique biologique d'une précision un peu glaçante pour être honnête. Le virus de l'immunodéficience humaine ou VIH, c'est une véritable machine d'infiltration. Et pour bien saisir les défis médicaux actuels, il faut vraiment décortiquer comment ça marche de l'intérieur. Quand on regarde de très près, c'est plus que fou. Comment une entité microscopique, à peine visible quand elle bourgeonne à la surface d'une cellule, arrive-t-elle à démanteler un système immunitaire humain tout entier? C'est le grand mystère qu'on va essayer de résoudre en observant cette menace au plus près. Pour ça, on va suivre un plan d'attaque assez clair. D'abord, on verra comment le virus entre, puis comment il se réplique. Ensuite, on regardera les dégâts, c'est-à-dire la destruction des cellules, avant de dézoomer sur l'évolution globale de la maladie, et enfin, la réponse de notre système immunitaire. Allez, on commence tout de suite par la toute première étape, l'entrée du virus, ou comment la brèche initiale se crée. La mécanique biomoléculaire qui se joue à cet instant précis est absolument fascinante. En fait, c'est comme une serrure et une clé. La glycoprotéine de surface du virus, qu'on appelle la GP120, sert de clé. Elle vient se lier super spécifiquement au récepteur CD4 de la cellule hôte. Ensuite, des corécepteurs entrent en jeu, ils modifient la structure et, d'un seul coup, ils forcent la fusion des membranes. C'est littéralement à cette seconde-là que la porte cède. Mais attention, ce pathogène est malin et il s'adapte. Au tout début de l'infection, il cible surtout les macrophages. C'est ce qu'on appelle le tropisme macrophagique. Puis, au fil de l'évolution de la maladie, il change complètement de stratégie. Il devient lymphocytotrope. En clair, il se met à utiliser un autre corécepteur, la fusine, pour attaquer massivement les lymphocytes. Il devient beaucoup plus agressif, pendant que les macrophages, eux, se transforment en espèce de réservoir silencieux. Ce qui nous amène à un mystère médical qui ouvre des pistes franchement incroyables. On a remarqué que certaines personnes ont une mutation génétique très spéciale. Il leur manque 32 paires de bases sur le gène du récepteur CCR5. Et le truc fou, c'est que si ce déficit est homozygote, donc si la pièce du récepteur est totalement absente, ça offre une résistance naturelle stupéfiante à l'infection. Le virus tourne en rond, il ne trouve pas la serrure, et si le déficit est juste hétérozygote, on observe que la maladie évolue beaucoup plus lentement. Passons maintenant à la suite de l'invasion, le cycle de réplication. Autrement dit, le détournement total de la machinerie cellulaire. Une fois à l'intérieur, c'est là que le vrai piratage commence. Après la pénétration, la décapsidation va libérer le génome du virus. Et l'étape qui suit est un pur chef-d'œuvre de sabotage. La fameuse transcriptase inverse convertit l'ARN viral en ADN. Cet ADN viral va ensuite s'infiltrer directement dans le noyau de la cellule hôte, pour carrément s'intégrer à son propre code génétique. C'est un peu le cheval de Troie au niveau moléculaire. À partir de là, la cellule est sous contrôle total. Elle obéit, elle se met à fabriquer, ou traduire, les protéines virales. Tous les petits morceaux sont préparés, l'assemblage commence, et un nouveau virus prend forme. Il migre vers la membrane, il bourgeonne, et finit par s'arracher en volant un bout de l'enveloppe de la cellule hôte, prête à aller infecter de nouvelles victimes. Quand on met tout ce cycle bout à bout, particulièrement au sein d'un lymphocyte T4, ça montre une réalité assez glaçante. Le virus ne se contente pas de juste tuer la cellule, non. Il la transforme d'abord en une véritable usine d'armement qui tourne à plein régime pour son propre compte. Et voilà l'instant exact, le point de non-retour où un nouveau virion bourgeonne tout juste hors de la membrane cellulaire. C'est l'étape finale de ce cycle de réplication, le moment physique où la maladie passe d'une cellule à l'autre. Ce qui nous amène inévitablement à regarder les dégâts. C'est la phase de destruction des cellules, et plus particulièrement la chute des lymphocytes TCD4+. Il faut absolument qu'on parle d'un terme médical clé ici, les syncytia. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cellules géantes avec plein de noyaux, mais qui vivent très peu de temps. Elles se forment d'une manière assez terrible. La protéine virale GP120 d'une cellule déjà infectée vient carrément s'agripper aux molécules CD4 des cellules saines d'à côté. Ça provoque une fusion géante et bien sûr mortelle. En fait, la chute des cellules CD4+, c'est le résultat d'une attaque sur plusieurs fronts en même temps. Il y a l'effet toxique direct du virus, il y a la formation de ces fameuses cellules géantes syncytia, qu'on vient de voir, mais il y a aussi une tragique ironie. Nos propres défenses, les lymphocytes T cytotoxiques CD8+, vont éliminer nos propres cellules infectées. L'organisme détruit l'hôte dans un effort désespéré pour se sauver. Prenons un peu de recul maintenant pour regarder l'évolution globale de la maladie sur une chronologie beaucoup plus macroscopique. Si on regarde une infection classique sans traitement, ça se divise en 3 grands chapitres. D'abord, la primo-infection, qui dure de 3 à 12 semaines environ. Ensuite, on entre dans une très longue phase chronique. En apparence, il n'y a pas de symptômes et ça peut durer de 1 an à plus d'une décennie. Et malheureusement, sans intervention, ça débouche sur la phase SIDA à proprement parler, qui est le stade terminal survenant généralement en 1 à 3 ans. C'est une vraie guerre d'usure. Regardons un peu la dynamique.
La ligne de nos défenses, les lymphocytes CD4+, subit une chute vertigineuse au début, essaye de remonter un peu, puis entame un déclin inévitable. En face, la charge virale explose au début, se stabilise pendant la phase chronique, avant de repartir à la hausse. C'est l'illustration parfaite de ce combat silencieux qui épuise le corps à petit feu. D'ailleurs, ce qui rend cette longue phase chronique si dangereuse, c'est son côté insidieux. Le virus part se cacher silencieusement dans des réservoirs, comme les macrophages ou les lymphocytes T-mémoire. À cause de ça, notre système immunitaire reste constamment en état d'alerte, en activation chronique. Ça l'épuise, ça provoque un vieillissement prématuré de nos défenses, et au final, ça laisse la porte grande ouverte aux maladies opportunistes. Ce qui nous amène à notre dernier point, la réponse immunitaire. Comment le corps se défend-il et comment la médecine arrive-t-elle à détecter tout ça? Au début, le corps lance une véritable contre-attaque avec les fameuses cellules T cytotoxiques. Et ça marche. Pendant la phase précoce, cette armée fait baisser drastiquement la charge virale. Mais sur le long terme, lors de la phase tardive, cette ligne de défense s'épuise et finit par s'effondrer. C'est ça qui permet au virus de faire une ultime poussée incontrôlable. Pour suivre ce combat en clinique, les biologistes regardent deux choses bien distinctes. D'un côté, on a les marqueurs de la charge virale, comme l'antigène P24 ou l'ARN du VIH, qui crient littéralement « Le virus est là !» Et de l'autre, on a les marqueurs de la réponse immunitaire. Là, on cherche les anticorps anti-VIH, qui sont la preuve que notre corps essaye de se défendre. Et c'est exactement là-dessus que repose le diagnostic médical d'aujourd'hui. Les tests de dépistage classiques, comme la méthode ELISA, vont chercher ces anticorps anti-VIH. C'est un test immunoenzymatique, hyper ciblé, qui repère la réaction du corps face à des parties bien précises du virus, le VIH1 ou le VIH2. Ça montre bien comment on est passé de la théorie cellulaire à des outils concrets pour sauver des vies. On arrive au bout de cette exploration et ça pose une question fascinante. On vient de voir avec quelle précision scientifique chaque étape de l'infection et de l'infiltration du VIH a été cartographiée. On connaît la serrure, on connaît la clé. Alors sachant tout ça, à quel point la médecine de demain est-elle proche de verrouiller définitivement cette porte cellulaire? C'est le grand espoir de la recherche actuelle et ça nous rappelle que c'est en comprenant les détails d'aujourd'hui qu'on construira les traitements de demain. Merci d'avoir suivi cette analyse.